conclusion et je continue à prendre la parole, je crois, si l'on en croit l'ordre. Alors ça va être vraiment très rapide. Hein. Tout à l'heure je disais fatigué pour vous. Je pense que c'est surtout pour moi que je parlais. Enfin c'est aussi pour moi que je parlais. Voilà. Tu n'as pas de PowerPoint? Non, j'ai pas de PowerPoint. Non. Donc alors je ne sais pas dans quel ordre commencer. Je vais commencer par des remerciements et un peu dans le désordre. On va commencer par remercier le ministère des Armées pour nous avoir hébergés dans ce lieu très symbolique et haut en couleur donc de la République. Voilà. Donc premier remerciement. Je vais remercier également évidemment les compagnons du 8 novembre 1942 en tant que co-organisateurs qui n'en fait pas partie de l'association. Voilà pour avoir mené et élaboré cet important, je crois, colloque. En tout cas, je voulais les remercier en mon nom déjà, donc Nicole Cohen-Haddad et Bernard Valuis en particulier. L'ARDIEP également, que j'ai déjà remercié aussi hier, mais voilà, je tiens encore à les remercier. Donc l'association des résistants, déportés, internés et emprisonnés politiques en Afrique du Nord, aussi pour le combat qu'ils ont mené, qu'ils continuent de mener, on va dire, au-delà avec toute cette histoire. Je voulais remercier également donc mes anciennes étudiantes, mes deux anciennes étudiantes, voilà, qui sont au fond Samia Ouidir, Férouz Amrouche, donc pour avoir contribué au succès aussi de ces deux journées. Et, absolument. Ouais. Et donc, vous remercier enfin. Alors, remercier les étudiants du Master Maghreb Europe, hein, qui sont aujourd'hui là parmi nous, qui ont contribué à apporter voilà. Donc, merci à eux d'être là, de bien avoir été présents. Et merci donc au public en général pour la qualité, l'acuité de vos questions. L'exigence de vos questions qui, je pense, ont vraiment permis aux intervenants de tirer vers le meilleur et donc de contribuer aussi au succès de ce colloque-là que j'estime important. Et maintenant, je vais pouvoir passer sur le fond pendant ces quelques autres minutes pour avoir sur le fond, sur comment dire, ce colloque, l'importance de ce colloque, d'avoir contribué à changer, je l'ai un petit peu abordé hier, changer un petit peu le point de vue justement sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc je vous l'ai dit hier, pour ceux qui étaient présents aussi, il y a quelques années, j'avais organisé donc un colloque sur la Première Guerre mondiale et donc la guerre des autres. La Première Guerre mondiale vue des colonies, essayer d'avoir un autre regard sur cette Première Guerre mondiale, un autre point de vue qui donne à la fois sur les composantes des combattants de la Première Guerre mondiale, montrer l'importance aussi des combattants coloniaux qu'on a trop tendance à oublier. Même si, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, pardon, on avait eu le film Indigène, par exemple, qui avait porté vraiment à la connaissance du grand public la participation de ces indigènes, justement, hein, à la libération de la France, au combat de la libération. Et pour la Première Guerre mondiale, finalement, il n'y a pas eu ça. En dehors finalement de ce film-là, qui ne concerne pas, je le rappelle, l'Afrique du Nord en tant que telle d'ailleurs. Hein. Ce colloque permet d'avoir un autre regard aussi et de ne pas avoir un regard finalement centré sur la France, centré sur l'Europe. Et essayer d'avoir un autre point de vue sur à la fois le théâtre des opérations, de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale auparavant aussi, et des personnes qui ont participé donc à ces combats pour la libération et en même temps avec beaucoup de choses qui sont encore à faire. Là-dessus, donc évidemment, je pense que l'on va dans le sens aussi du livre important qui a été publié
par Patrick Boucheron récemment, donc l'histoire mondiale de la France. Et je crois qu'on participe un petit peu, à notre mesure aussi, à cette nouvelle manière aussi de faire de l'histoire, voilà, et qui correspond plus largement à une tendance, on va dire, internationale, d'histoire mondiale, d'histoire globale, de global history, pour reprendre les termes anglo-saxons, qui sont une nouvelle manière aussi de parvenir finalement à écrire l'histoire en général. C'est une manière, voilà, novatrice, importante, et qui est nécessaire aussi parce qu'elle correspond finalement à la composante, notre histoire, notre société contemporaine finalement, qui demande aussi à avoir ce décentrement de l'histoire et de la manière de voir l'histoire. Alors, voilà pour cela. J'ai encore des choses à dire là-dessus d'ailleurs. Voilà, en tout cas pour quelques pistes donc, que je tenais à souligner dans un premier temps. Alors, je continue. Et donc, c'est un colloque sur un événement aussi important qui conduit à finalement une recomposition de l'Empire français. On l'a vu ce matin, comme on l'a abordé ce matin. Je ne vais pas revenir sur les conclusions qui ont déjà été brillamment faites et que je ne pourrais pas reprendre en tant que telles. Mais recomposition de l'Empire français avec finalement une double manière de voir les choses aussi, me semble-t-il, à la fois sur la nécessité de l'Empire comme soutien en fait de la nation. Donc finalement j'allais dire un revival, donc une reviviscence, renaissance, voilà, merci beaucoup, plus simplement, renaissance finalement de l'impérialisme français, de la notion d'impérialisme qui n'avait pas été perdue, mais qui perdure finalement sous une autre manière et qui va avoir un impact important pour la suite aussi des événements, si vous voulez, contemporains, en particulier donc de la guerre d'Algérie, comme évidemment, auquel je pense. Et en même temps, évidemment, on l'a abordé aussi sur, au contraire, la remise en question du colonialisme. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, on l'a vu avec Aïssa Kadri, notamment ce matin aussi, et ben voilà, ce colonialisme commence à être remis en question aussi à ce moment-là. Et finalement, on a évidemment les bases de ce que je voulais montrer aussi, hein, de cette décolonisation qui va advenir au fur et à mesure des événements de mai 1945, évidemment, à la décolonisation et aux difficultés de la décolonisation de manière extrêmement dure avec ces 8 années de guerre, évidemment. Et donc avec une conflagration aussi de ces deux manières de voir et qui vont, on l'a déjà souligné avec évidemment encore Achari, je m'en veux de encore souligner ce nom-là, mais c'est évidemment un nom ô combien important dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, finalement avec à la fois la résistance et puis évidemment les notions d'impérialisme et comment tout cela va entrer en conflagration donc au moment de la décolonisation. Et donc on l'a déjà un petit peu, je l'ai déjà un petit peu souligné hier aussi, très rapidement, c'est que finalement on s'aperçoit que le résistentialisme, l'idée de résistance a éclaté en fait durant la guerre d'Algérie. Ça a été vraiment le moment de la remise en question de l'idée de résistance, et on pourrait dire que c'est une remise en question double et un éclatement double en ce qui concerne finalement le cas nord-africain et algérien en particulier. C'est encore plus puissant. Et donc on avait pourtant les ferments finalement pendant la Seconde Guerre mondiale d'une nouvelle manière de voir les choses. Et on a, je l'ai souligné de manière un petit peu provocatrice tout à l'heure et un petit peu sous le coup de la dérision, une Alger, capitale de la France, libre, et Alger, capitale culturelle de la France,
libre. Mais en tout cas, on a tout ce bouillonnement-là qui apparaît au cours de la Seconde Guerre mondiale, que finalement on a du mal aussi à prendre en compte aujourd'hui, qu'on a du mal à faire passer aujourd'hui auprès du public, et qu'il faut pourtant voir aussi comme cela. Certains, un autre Camus, beaucoup moins agréable, je dis de manière provocatrice aussi, hein, voilà, parle évidemment de grands remplacements. En même temps, en disant cela, c'est important et nécessaire de le dire. Je crois que Alger a aussi eu un rôle central finalement dans la libération de la France, dans la vie française, et avec toute sa complexité. Et je l'ai déjà dit et souligné hier, c'est que le problème, c'est que on a dans cette période postérieure finalement au débarquement et à la Seconde Guerre mondiale, on a eu finalement un écrasement dans la décolonisation, un écrasement finalement de ce qui s'est passé avant et de cette période aussi de la Seconde Guerre mondiale, me semble-t-il. Et donc finalement, c'est passé par une lecture aussi binaire, nécessaire, je pense. Enfin, en tout cas, il ne me reviendra pas, je ne remettrai pas en question cela. Ça c'est advenu, c'est comme ça, mais d'un point de vue historiographique, à un moment donné, il y a des représentations binaires qui se sont mises en place et qui ont gommé finalement toutes les complexités aussi de l'histoire franco-algérienne. Et donc, voilà, explication binaire entre colonialisme d'un côté, anticolonialisme de l'autre. Yves Lacoste, il y a maintenant, dans les années 80, avait déjà fait un petit livre qui s'intitulait « Contre les colonialistes » et quelques anticolonialistes aussi, pour montrer que finalement, il fallait voir un peu de manière différente les choses. Je crois que, voilà, il faut avoir aussi et revenir sur cette période précédente par rapport à la décolonisation, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale notamment, pour essayer de reprendre en compte, finalement, en considération d'autres épisodes historiques importants et nécessaires par rapport à l'histoire franco-algérienne, nécessaires par rapport à la France, nécessaires par rapport à l'Algérie aussi, parce que ça fait prendre en compte et en considération des éléments, finalement, qu'on a oubliés et que l'on veut ne pas souligner aussi, hein. Donc voilà, des choses qui peuvent gêner aux entournures, mais qu'il faut véritablement remettre sur le tapis. Et enfin, donc, cette période finalement je l'ai déjà souligné, donc je vais quasiment m'arrêter là, mais cette période de la guerre d'Algérie donc, a entraîné également un éclatement des représentations, justement par rapport à cette idée de résistance que l'on pouvait avoir, par rapport à ces représentations aussi de la vie sociale que l'on pouvait avoir. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier, voilà, je vais terminer avec ça. Merci beaucoup. On n'a pas fini. Si vous voulez bien me donner quelques minutes. Okay. Voilà. Donc, je suis la deuxième partie de la conclusion de ce colloque. Et en fait, je vais aller rapidement. Ce que je veux, c'est présenter un petit peu le futur. Alors le futur, ça veut dire, c'est ce que j'ai appelé les zones d'ombre, c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de choses à rechercher. Comme vous avez vu, il y a par exemple à propos de pourquoi ces résistants n'ont pas été reconnus comme résistants, on ne l'a su que 75 ans plus tard. Donc il y a encore plein de choses qu'on va apprendre, qu'on va reconnaître bien plus tard. Donc je voudrais simplement poser quelques jalons et puis on prendra les petites pierres, et puis on ira chacun étudier à droite et à gauche. Et zone d'ombre aussi, parce que y a des moments effectivement sombres, pas seulement ombre, mais sombres. Et puis je veux que par rapport à ça, que moi je suis médecin, et je veux que la psy éclate. Et je veux qu'on avance, qu'on en finisse une fois pour toutes, qu'on avance ensemble et qu'on regarde en avant. Voilà. Donc je vais commencer par... à propos des zones d'ombre, par alors, une résistance confisquée, c'est ce qu'on a parlé avec Dastier, donc je n'en reparle pas. Ça, c'était les textes, en fait, qui étaient en relation à ça.
le corps de franc d'Afrique, je me suis posé la question, en fait, je ne m'étais jamais posé la question, c'est Douglas Porch qui m'a parlé, et puis je suis allée regarder dans des livres, et il y a un historien qui est, je crois, qui est dans un lycée, qui a écrit un livre, et voilà, c'est son livre. Et dans son livre, il est écrit au propos des corps francs d'Afrique. En fait, il a interrogé un témoin qui s'appelle Jean Guénassia et qui lui a dit qu'il y avait 80% de juifs. Bon. Moi, ce Jean Guénassia, je ne sais pas si ça dit quelque chose à des gens dans l'audience, mais c'était une personne très, très forte de l'OAS qui, en ce qui me concerne, avait du sang, beaucoup de sang sur les mains. Et donc, je prends son information avec beaucoup de... Oui. Et j'ai commencé à poser des questions à des gens autour, des gens d'un certain âge qui, justement, étaient, à ce moment-là, ont été eux-mêmes essayés de rentrer dans les corps francs d'Afrique, des jeunes juifs, à qui on a refusé. On leur a dit, non, allez plutôt faire ci, faire ça. Bon. Donc, déjà, j'ai cette information-là. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, est-ce que ce monsieur Jean Guénassia, qui avait à peu près 82 ans quand il a dû être interrogé, est-ce que peut-être il a confondu avec le 8 novembre où il y avait effectivement à Alger à peu près 80%, 85% de juifs? Est-ce que c'est petite sénilité? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si c'est... Je sais qu'il y avait des Espagnols, qu'il y avait des gens de partout, mais il y a quelque chose qui me fait dire que ce n'est pas vrai aussi, c'est que dans le livre de Gabriel Esquer, il dit que justement après le 8 novembre, donc novembre-décembre, Dastier approche José Boulker et José Boulker qu'il y a une mésentente entre eux. Et il ne dit pas plus que ça, mais je pense que Dastier n'avait pas de pions, n'avait pas de soldats. Et en fait, là, il avait 400 avec José Boulker et que je pense que José Boulker a dit non, je ne vais pas vous donner ces gens-là parce que regardez ce que vous avez fait. D'abord, vous êtes dans le gouvernement de Darlan. Ensuite, ces gens-là, le 9 novembre, étaient emprisonnés pendant quelques jours. Après, il y a eu ci, après, il y a eu ça. Donc, je pense qu'il y a eu ça, mais je n'ai pas d'informations plus que ça. Donc, pour moi, c'est encore une zone d'ombre à regarder, à étudier. Et puis, j'ai compris que quelque part, il y avait peut-être des archives à Pau qui peut-être pourraient donner des informations sur ce corps franc d'Afrique. Donc, c'est un sujet à regarder. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, bon, ça c'est ce que je viens de vous dire à propos de Jean Guénassia, qui dit « J'avais 16 ans au 8 novembre. On m'a sans doute trouvé trop jeune pour y participer, comme je l'ai dit, et je l'ai bien regretté. Dès la formation du corps franc d'Afrique, je me suis engagée, etc. etc. » Donc moi, je pose des questions sur la véracité de cette histoire. Alors maintenant, le 8 novembre au 42, d'abord avant 56, en 45. Alors déjà... André Achiari donc était le sous-préfet à ce moment-là, donc tout le monde est au courant de ces massacres. Je pense qu'il y a beaucoup de débats encore et que moi ce que je voudrais c'est justement faire venir toutes les personnes qui sont même dans des idées opposées pour discuter de ça, pas avoir un seul, comment on dit ça, une seule cloche d'église, mais avoir plusieurs... Voilà, donc ça c'est une chose à propos de 45. Et maintenant 56, je vais aborder 56 rapidement. En 55 et 56, Achiari était le président de l'Association de la Libération française du 8 novembre 42. Et en 56, donc en 56, oui c'est ça, en 54 le FLN est dans les campagnes, en 56 le FLN va dans les villes, commence à faire des actions, action-réaction, Achiari fait sa réaction et il y a cet attentat à la Casbah. Peu de temps après, on commence par ordre alphabétique, sont assassinés des gens du 8 novembre. Par ordre alphabétique, tout simplement, Aïch, Atlan. Et B, c'était Bouchara. La famille Bouchara ouvre la porte, quelqu'un vient avec une liste. Et c'était une liste du 8 novembre. Donc, on continuait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre-temps pour arrêter cette hécatombe. Et ça, c'est encore à trouver pourquoi ça s'est arrêté. Mais une semaine après, le FLN est venu à la maison de la famille Atlan leur dire « On est désolé, on a fait une erreur. » Okay. Ils auraient pu ne pas le faire.
C'est très important. Ils sont venus le faire. Enfin, c'est bon. La chose qui s'est passée, c'est quand on retourne en arrière, et donc j'ai regardé dans les archives de mon père, en mars 56, il y a, à 2 semaines de différence, je crois, un article dans 2 journaux différents, où on parle du 8 novembre, où on parle de contre-terrorisme, etc. Ces articles ont été initiés apparemment par Achiari. Donc il y a cette espèce d'amalgame entre 8 novembre et Achiari. Et on voit, il y a vraiment beaucoup de choses à étudier là. Et après, quand on voit que les choses se sont passées, mon père écrit, lui et une autre personne du bureau, qu'en fait, quelque part, Achiari a fait quelque chose derrière les gens du bureau. C'est-à-dire qu'a manipulé, et là, c'est comme si il nous a eu, enfin, il y a quelque chose qui s'est fait. Après ça, on voit une annonciation dans ce bureau où il est dit cette association est apolitique et enfin voilà, on ne veut pas rien à voir avec ces situations. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait un amalgame entre 8 novembre, les gens de 8 novembre et Achiari. Et il est intéressant de voir aussi, pour moi, c'est qu'une des personnes qui semble à l'intérieur du 8 novembre dire je ne sais plus quoi, avait un nom musulman. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui était donc un des membres du 8 novembre qui a dû avoir un contact et qui a peut-être arrêté cette hécatombe. Donc je ne sais pas très bien, il y a encore plein de choses à voir. Voilà. Donc c'est ça pour 56. Alors, bon, ben ça c'est voilà, c'était pour montrer que le président était Achiari en 55 et en 56. Alors, je voudrais dire, voilà, donc assassinat Émile Atlan et Fernand Haïch. On est en droit de se demander si les compagnons du 8 novembre, au nom de qui Achiari a agi et au nom de qui ont paru les communiqués dont je vous avais parlé, ne sont pas considérés comme des antiterroristes. Enfin voilà, donc il y a eu un certain nombre de questions. Voilà, Achiari a non seulement engagé l'association sans consulter le comité directeur, mais encore il a pris une position antistatutaire, confère article de leur statut. Voilà. Donc en fait, ils se sont rendus compte après le coup qu'il s'était passé quelque chose, et il y a 2 personnes qui ont perdu la vie pour ça. Alors ça, je ne sais plus. Bon, ça, alors Garidacci, Luc en a déjà parlé, donc je n'en parle plus. Je voudrais rajouter quelques autres points. L'OAS, ça n'a pas été tellement, moi je n'ai rien lu dessus, mais en tout cas on l'a tous vécu. C'est que l'OAS a essayé de recruter des jeunes. Et l'OAS a recruté des jeunes. Mais à partir de vraiment jeunes, moi je sais que j'avais 13 ans, on nous a pris de l'école pour aller faire une manif. On est parti, on n'est pas allé, enfin certains ne sont pas allés, mais il y avait ça, il y avait d'autres choses qui se sont passées avec l'OAS. Les un petit peu plus âgés, 18-19 ans, il y en a qui se sont vraiment fait avoir. Il y en a qui se sont retrouvés en prison en tant que, entre guillemets, OAS. Enfin voilà, et donc il y a eu cette espèce de la même façon que le fils a dû kidnapper des adolescents pour faire leur travail sale, l'OAS a fait le même genre de choses. L'autre chose, donc, c'est pour ça, pour moi, c'est des champs de recherche, hein, c'est ça que je propose. Le Maroc, on n'en a pas parlé, on a beaucoup à faire sur le Maroc. Ah, on n'entend pas ? Ah, d'accord. Le Maroc, on n'en a pas parlé et on a beaucoup à faire, et donc, je propose que ce soit un champ de sujets qu'on travaille et qu'on puisse présenter l'année prochaine, qu'il y ait une petite section là-dessus. Et de la même façon, Oran. Alors, Oran, on voudrait essayer de faire une conférence à Oran, sur Oran, vers, enfin, pour l'instant, hein, imaginaire, mais au mois de mai, quelque chose comme ça. Et une chose, on parle tout le temps, on dit les juifs, les musulmans, mais la communauté chrétienne, ah bien, il faudrait peut-être aussi qu'on s'attache à ce sujet-là, parce que je pense que c'est très intéressant, il y a une diversité extraordinaire, et qu'on pourrait vraiment faire un travail extraordinaire. Voilà. Et je voudrais aussi dire que je pense que les gens qui viennent d'Algérie, qui sont ici, en tout cas, je pense que je ne dirais pas une grosse erreur en disant que la plupart d'entre nous ont, dans notre famille, chacun dans sa famille,
une personne qui a été soit assassinée, soit menacée par les deux, le FLN et l'OAS, chaque famille. Et c'est ça l'espèce de folie qu'il y avait, quoi. Voilà. Et la dernière chose, c'est justement, Bouchara était un ami de Atlan. Hein. Charles Bouchara, Émile Atlan étaient ensemble, ils avaient créé la salle Géogras. Et j'ai interviewé Madame Bouchara, la femme de Charles Bouchara, deuxième femme de Charles Bouchara, et qui m'a dit que quand Émile Atlan a été assassiné, son fils a dit « Maman, c'est un Arabe qui a tué tonton Émile. » Et sa maman a dit « Non, mon fils, c'est un homme qui a tué tonton Émile. » Et je voudrais dire que ça paraît rien du tout, mais ça, je le vois très bien dans toutes nos familles, c'était comme ça. Alors, c'est de la tristesse parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais il n'y a pas la haine. Et je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on travaille pour que ceux qui se sont accrochés à la haine puissent se libérer, parce que la haine, c'est un emprisonnement. Et quand on a la tristesse et qu'on la dépasse, ben, on est libéré, mais quand on est dans la haine, on est enchaîné. Voilà. On se revoit déjà au mois de novembre 2018, et pour certains à Oran, ceux qui auront l'envie et le courage d'y aller. Et pour les étudiants qui sont encore là, qui ont tenu le coup, vous voyez toutes les zones d'ombre qui restent à travailler encore.